Est-ce que la question c'est de savoir quand est-ce que la Monique va partir? Je ne sais pas. Mais on a de très bonnes relations. Le mandat de la Monique, ça je crois bien renouvelé pour encore 6 mois, à partir du mois de décembre, soit du janvier, jusqu'au mois de juin 2010. Et le souhait, la volonté du gouvernement congolais, de l'institution de la République démocratique du Congo, c'est de voir un plan de désengagement de la Monique d'ici avant le 30 juin 2010. Pourquoi? Parce que nous pensons que, et c'est le cas, et depuis le début de cette année, il y a eu une amélioration nette de la situation sécuritaire à l'est du pays. Mais on n'a pas demandé à la Monique de plier bagage et de quitter le Congo aujourd'hui, maintenant et tout de suite. Non. On a demandé à la Monique de nous présenter un plan de désengagement. Et j'espère bien que ce sera publié, ou du moins avant la fin de cette année. Et c'est sur base de ce plan que l'on va finalement étudier ensemble avec la Monique une modalité pratique de ce texte progressif, soit de désengagement progressif. Mais sinon, quand on a une relation, on a une très bonne relation avec la Monique, du moins jusque-là. Patrols that put few at ease. With nearly 20,000 troops and a yearly price tag of $1.4 billion, the UN mission in Congo, known as MONUC, is the largest and most expensive UN mission in the world. Yet it continues to represent a contrast to successful peacekeeping missions. After a 10-year presence in the country, its continued existence is now in doubt. President Joseph Kabila is putting pressure on the UN to begin withdrawing by May. Kabila is keen to show that his government is no longer reliant on the UN peacekeeping force. Kinshasa's call, though, has come as a surprise to MONUC. Senior officials say it's too early to start pulling out. So if it has to start, it has to gradually start, maybe from the western side. So it will take some time, as I see it, minimum 5 to 6 years before MONUC can think of withdrawing and it doesn't have to come back again. The peacekeepers should leave. There is nothing good they are doing here. Let them leave our country for us at once. Excellence, c'est Sylvain de la RTNC. Nous sommes très contents de tout ce que vous avez dit. Moi, j'aborde directement sur la question de retrait de la MONUC en RDC. L'État congolais a reconnu, en tant que membre de l'organisation, que le Conseil de sécurité, non seulement qu'il est en train de lutter, il est en train de lutter pour que la paix revienne au Congo et en Afrique. La RDC a reconnu que le Conseil de sécurité fait aussi partie de la guerre parce que les 7 pays qui constituent ce Conseil, c'est par là que proviennent d'ailleurs des armes. Nous savons aussi que le Conseil de sécurité a toujours pris des résolutions pour trouver la paix aussi longtemps qu'elle prépare la guerre. Aujourd'hui que la RDC, avec le gouvernement, a reconnu que le Conseil de sécurité fait cela, ça va se limiter seulement sur le discours que vous avez reconnu, où vous allez aussi prendre des précautions pour que, à jamais, cela ne se répète en tant que membre de cette organisation. Deuxième volet. Ils ont dit qu'ils vont aller jusqu'au mois de juin ou de mai de l'année prochaine. Mais le gouvernement a donné sa version de fait. Nous voudrions aussi savoir ensemble. C'est une réponse que vous détaillez sur ce qu'ils ont dit, où le gouvernement a pris aussi l'option pour indiquer ce qu'ils ont dit. Je vous remercie.
Bruno Mbolisson, RTGA. Monsieur le ministre, on sait que depuis un certain moment, on assiste à une dépréciation de l'estime, gouvernement MONUC et vice-versa. Mais à vous entendre commenter la dernière résolution du Conseil de sécurité, on sent que cette résolution n'est pas claire en ce qui concerne la date butoir pour les retraits ou le désengagement de la MONUC en RDC. Peut-être ma question est liée à celle posée précédemment par un de mes confrères. Qu'est-ce que le gouvernement prévoit clairement comme mécanisme au-delà de juin 2010 si la MONUC ne se désengage pas? Merci. Merci. L'implication de certains pays membres, particulièrement les pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies à travers les milieux d'affaires, notamment dans ce qui se fait dans notre pays, est totalement indéniable. Et nous pensons que le Conseil de sécurité ne s'en est pas caché puisqu'il a émis un certain nombre de recommandations à l'endroit des pays membres, donc à l'endroit même d'eux-mêmes qui composent le Conseil de sécurité. Les précautions que nous pouvons prendre pour éviter cela, pour moi, résident dans la qualité de la négociation qui s'entame, puisque c'est une négociation qui s'entame. Ils ont mis en place une négociation. Nous demandions qu'on puisse en parler pendant 6 mois. Je pense qu'ils ont dit que il faut déposer les conclusions fin avril. Ça ne nous gêne pas du tout. Donc nous allons, dans ces négociations-là, essayer de revisiter l'ensemble du dispositif qui nous lie, l'ensemble des mécanismes de mise en œuvre du soutien que la MONUC nous apporte et voir comment améliorer ce soutien, parce que nous sommes une partie de cette communauté internationale qui a créé la MONUC, et donc nous n'avons pas à avoir des complexes, nous devons essayer de voir comment faire mieux, comment amener la MONUC à mieux nous rendre les services que nous attendons d'elle. Donc il y a des négociations, c'est à travers la négociation que nous allons trouver un accord. Nous n'avons pas à nous opposer à l'option qui a été prise par le Conseil de sécurité, puisque cette option est venue en réponse à une requête que le gouvernement et le chef de l'État congolais ont articulée. Pour nous, ça aurait été bon, même s'ils avaient dit qu'il restait jusqu'au 30 juin, disons que c'était prolongé jusqu'au 30 juin 2010, c'est la date que nous avions donnée. Mais je crois que par égard pour nous, ils ont même donné 1 mois de marge entre la fin du mandat, c'est-à-dire le moment où nous déposons les conclusions de la négociation qui va avoir lieu entre nous, et la date psychologiquement, symboliquement importante pour nous, du 30 juin 2010. Nous sommes assez satisfaits de cette décision qui nous donne une marge d'1 mois, parce que notre peuple a le droit, au 30 juin 2010, de savoir quand va s'arrêter l'accompagnement qui lui a été accordé et qui est de toute façon plus ou moins limitatif de certains aspects de sa souveraineté. C'est important pour un jour comme celui-là et nous savons gré au secrétaire général et au Conseil de sécurité d'avoir pris en compte cette préoccupation qui est la nôtre. Donc, nous ne pouvons pas combattre le Conseil de sécurité à travers cet aspect de la date, puisque là, nous sommes sur la même longueur d'onde que le Conseil de sécurité. La question de Bruno sur le désamour ou la dépréciation de l'estime entre la MONUC et nous, je ne pense pas qu'il faille parler de désamour ou de dépréciation de l'estime. Non, il s'agit simplement d'une mise au point, d'une collaboration, d'une solidarité qui existe réellement. Nous n'avons jamais dit que la MONUC ne nous rend pas service. Nous l'avons appelée parce que nous savions qu'elle pouvait nous rendre service et elle nous rend service. Ce que nous demandons, c'est que nous puissions améliorer la qualité de ces services-là parce qu'il y a, comme dans toute œuvre humaine, quelques dysfonctionnements que nous aimerions revisiter ensemble. C'est tout le débat que nous avons avec nos partenaires de la MONUC. Et donc, nous n'avons pas à forcer la MONUC à partir comme si nous considérions que ce qu'ils avaient fait ici était totalement négatif. Ce n'est pas des malpropres, c'est des gens qui ont rendu un service. Le départ de la MONUC pour nous signe en fait le succès de la MONUC. Nous ne demandons pas à la MONUC de partir parce qu'elle a échoué. Nous demandons à la MONUC de partir parce que si elle a réussi,
elle devrait partir parce que sa réussite, c'est le renforcement de nos capacités, notre possibilité à pouvoir travailler par nous-mêmes. Si vous vous débarrassez de vos béquilles après avoir été blessé à la jambe et que le médecin vous a prescrit de marcher avec des béquilles, le jour où vous vous débarrassez des béquilles, vous n'allez pas dire que ces béquilles vous ont causé un tort. Et il se fait qu'elles vous ont aidé à retrouver votre capacité à vous mouvoir et que donc, vous n'avez plus besoin de ces béquilles. Vous êtes guéri. Les béquilles ont joué leur rôle. C'est tout. Donc ce n'est pas dans une approche réellement de défi que nous plaçons les discussions avec la MONUC pour le retrait progressif. Et d'ailleurs, si nous parlons de progressif, c'est parce qu'il y a encore des choses que la MONUC peut faire pour nous, nous le reconnaissons. Voilà ce que je peux dire à ce sujet-là. Alors, dire que si la MONUC n'est pas là, nous risquons de ne pas avoir de bonnes élections. Je crois que vous parlez des élections locales parce qu'il y a un cycle qui a commencé. Mais ma foi, la MONUC nous a aidés. Nous avons obtenu un soutien de la communauté internationale. Il nous arrive aussi d'aider les autres. Je me souviens que M. l'abbé Malou Malou a envoyé des urnes que nous avions utilisées ici, dans un pays africain, je crois le Togo. Et je ne pense pas qu'au Togo, on dira maintenant qu'on ne fait plus d'élections si Malou Malou n'est pas là. C'est des choses qui peuvent arriver de temps en temps. Nous avons vécu entre 61 et 99 sans la MONUC. Comment on vivait? On n'était pas morts. Lorsque la MONUC se sera retirée, nous vivrons sans elle. Nous assumerons nos responsabilités. S'il y a des graves menaces contre la sécurité, nous pourrons encore faire appel à la communauté internationale à laquelle nous appartenons. On pourra même renvoyer encore la MONUC. Mais il n'est pas dit que parce qu'ils nous ont aidés, maintenant nous ne savons plus rien faire par nous-mêmes, que on n'est pas capable d'organiser des élections sans la MONUC. Mais pourquoi? Et que si nous disons qu'il faut qu'elle soit là parce qu'il y a des élections en 2011, il faudra qu'elle soit là aussi en 2016. Et puisque ce ne seront pas les dernières élections en 2016, il faudra qu'elle soit là en 2021. Donc c'est la mise sous tutelle. Le Congo n'existe plus comme pays. Ce sera un pays sous tutelle du Conseil de sécurité. Je ne pense pas que c'est ce que les Congolais souhaitent. C'est totalement faux de croire que les Congolais souhaitent être mis sous tutelle. C'est un accompagnement que nous avons demandé. Ce n'est pas une mise sous tutelle. Souffrez que nous ayons des problèmes, souffrez que nous commettions nos erreurs, souffrez que nous sortions de nos erreurs, parce que c'est ainsi que les peuples s'organisent de par le monde. Tous les peuples ne sont pas mieux organisés que nous, ne sont pas à une meilleure enseigne que nous, mais tous les peuples ne sont pas assistés par la MONUC. Nous avons appelé la MONUC ici pour des questions de sécurité et de pacification. Pas pour organiser nos élections ou quoi. Ça, c'est vraiment épiphénoménal. Si on les a appelés, à un moment donné, à jouer tel rôle, à jeter un pont ici et là, à organiser même des rencontres de réconciliation entre des tribus, c'est le travail des Congolais eux-mêmes. Donc, c'est de temps en temps qu'on peut faire recours, mais n'essayez pas de vous décharger de votre responsabilité sur d'autres. Vous avez beau être malade à l'hôpital, le médecin ne viendra pas respirer à votre place. Vous-même, vous devez respirer. Lui, il peut vous faciliter, nettoyer les poumons, les bronches, mais vous devez respirer. Laissez notre pays respirer. Il ne faut pas dire que la MONUC va respirer à notre place. À l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance du pays, le 30 juin, le président Joseph Kabila a souhaité que la MONUC entame son désengagement et qu'il soit complété d'ici 2011. Après plus de 10 années de présence, cette mission forte de 20 000 hommes devra-t-elle jouer les prolongations en RDC ou partir définitivement? Et quel est l'avenir de l'Est instable du pays? Comment seront organisées les prochaines élections générales? Sachant que la MONUC, rappelez-vous, avait joué un rôle décisif lors du scrutin de 2006. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Mais d'abord, le reportage de Jérôme Sekana, notre confrère de Raga TV à Kinshasa. Créée en novembre 1999 par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour la paix au Congo-Kinshasa, la mission des Nations Unies au Congo, MONUC en sigle, est considérée aujourd'hui comme la plus grande mission de l'ONU au monde, avec 20 573 personnels en uniforme, dont 18 645 soldats, 712 observateurs militaires et 1216 policiers. Pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, la MONUC fonctionne avec un budget approuvé d'1,350 milliard de dollars américains. La MONUC a aussi joué un grand rôle dans l'organisation des élections générales en 2006.
Une importante délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies arrive ce vendredi 14 mai 2010 à Kinshasa pour discuter avec le gouvernement congolais sur le plan du désengagement progressif de la MONUC en RDC. S'agissant de l'avenir de la MONUC en RDC, nombreux parmi les observateurs pensent qu'au regard de la situation sécuritaire et humanitaire actuelle, la MONUC devrait encore continuer à jouer les prolongations. Argument avancé par ces derniers, l'insécurité toujours persistante dans l'est du pays, avec la présence des éléments FDLR, LRA, Bororo et autres groupes armés congolais toujours opérationnels dans cette partie du pays. Vous le savez comme moi qu'à Fizi actuellement, le FRDC continue à se tirailler avec le Maï-Maï de Yakotumba et il faut la MONUC pour le départager. Vous connaissez la situation de la présence des FDLR et non seulement les FDLR, d'autres groupes armés étrangers incontrôlés, non seulement venant du Burundi, du Rwanda ou de l'Ouganda, mais aujourd'hui du Soudan. On parle de Mbororo. Et tout ça, nous avons besoin d'une armée internationale, en l'occurrence de la MONUC, pour nous aider à la paix. Alors, cela pose problème si nous allons directement à parler de retrait des troupes de la MONUC. Seulement voilà, du côté des officiels congolais, appuyés par une frange de la population, la MONUC ne peut pas rester indéfiniment au Congo. Ses missions essentielles en RDC étant accomplies. La première nécessité, c'est que la MONUC, c'est vraiment indiscutable, incontournable, doit un jour partir. Maintenant, la question c'est de savoir quand et comment. Et dans la recherche du quand et comment, nous devons tenir compte d'abord, d'un départ qui doit être le plus serein possible. Serein dans le sens où il doit y avoir une bonne concertation interne entre les institutions congolaises, d'une part, et entre les institutions congolaises et les Nations Unies de l'autre. Il va sans dire que les avis à ces sujets sont partagés. Les discussions entre la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en séjour à Kinshasa et le gouvernement congolais vont sans doute éclairer l'opinion sur cette problématique. De Kinshasa pour la Voix de l'Amérique, Jérôme Sekana. C'est quand même un paradoxe peut-être. Pendant ce temps, nous demandons le départ de la MONUC. C'est pas un paradoxe. Pourquoi? Et la MONUC est ici pourquoi? Mais la MONUC a une mission... C'est pour nous aider précisément. La MONUC a sa mission décrite. Et donc, d'abord, historiquement, parce que le gouvernement ne disposait pas des moyens propres suffisamment dissuasifs et efficaces pour arrêter la rébellion et assurer la sécurité générale de la République. Aujourd'hui, si le gouvernement estime être en mesure de maîtriser toute situation de déstabilisation, le gouvernement est en droit de demander à la MONUC de prendre des dispositions pour alléger et finalement mettre fin à sa présence. Mais en quoi la MONUC, s'il vous plaît, en quoi la MONUC nuit-elle en fait à l'existence de la population congolaise? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails que l'on a déplorés ici, n'est-ce pas? D'abord, une certaine dépravation. Hein, c'est pas tout la MONUC, hein, mais hélas, même ici à Kinshasa, souvenez-vous des reportages de certaines chaînes où on montrait, voilà, c'est telle fille de 13 ans qui a été, etc. Non, ça c'est la mauvaise odeur, n'est-ce pas, d'un plat qui est très bien, la MONUC. Mais la MONUC est un instrument d'appoint. Elle n'a pas pour rôle de remplacer indéfiniment et de façon structurelle les forces armées. La MONUC, c'est comme un étai. Vous savez, quand on construit, n'est-ce pas, on fait des étais, et dès que le mur sait tenir, eh bien, on enlève le coffrage, etc. Je crois que le mur est en train de tenir, eh bien, il faut qu'on pense à enlever le coffrage. Mais sinon, ça va créer un autre problème. Mais c'est encore fragile, monsieur Atondo. Non. Nous avons trop de problèmes d'insécurité qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Mais nous avons. Et qu'il faudrait... L'armée se prépare pour. Vous savez, non seulement il y a notre armée, nous avons les voisins avec qui nous entendons et avec qui
nous partageons les problèmes de sécurité en commun et les moyens pour les combattre. Donc le rôle de la MONUC, sans être superfétatoire, n'est plus tout à fait essentiel. Et en plus, ayez confiance en vous-même. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous ne réussirez jamais. Alors, je vais vous donner le cas. Équipons notre armée. Mais la montée en puissance, c'est quoi? Mais c'est ça. La montée en puissance de l'armée concerne 3 secteurs fondamentaux. D'abord, l'organisation. L'organisation de l'armée doit être adaptée aux enjeux et aux défis stratégiques et des défenses. Le fonctionnement de l'armée. Ensuite, sa capacité opérationnelle. Alors, quand on dit qu'il y a une montée en puissance, c'est-à-dire que dans ces 3 secteurs fondamentaux, notre armée est de plus en plus apte à assurer son rôle. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent avoir confiance sur l'armée nationale sans être appuyés par la MONUC? Bien entendu. Bien entendu. Mais avoir une armée forte ne signifie pas avoir une armée qui ne subit pas de pertes. Parce que, paradoxalement, c'est peut-être une armée qui n'est pas forte, qui est faible, qui s'enfuit, qui ne subit pas de pertes, alors que l'armée forte, qui résiste, subit des pertes. Donc, la perte de nos militaires, tout en essayant de les minimiser, ne doit pas, n'est-ce pas, ne doit pas dévaluer le rôle de l'armée. L'armée est là pour cela. Et dans notre pays, les militaires disent qu'ils donnent leur sang pour la survie de nous tous. Donc, c'est tout à fait normal. Mais l'essentiel, c'est que l'armée, les autorités nationales, aient un instrument capable, dissuasif, et puisse être en phase avec la population. Il faut que la population comprenne le sens et le rôle du gouvernement dans leur sécurité. Déjà que la population dans l'Est particulièrement n'a plus confiance en l'armée, ça devient difficile aussi. Qui vous l'a dit? Je n'ai jamais entendu les populations de l'Est se soulever contre cela. Il y a des cas de dérapage, mais ils sont jugés sur place. Des colonels, des officiers, des hommes de troupe. Est-ce que ce genre d'acte n'est pas de nature à sécuriser la population et amener une plus grande adhésion à l'action des autorités légitimes de l'armée? On peut considérer aujourd'hui que la MONUC est véritablement prête à partir, parce que quand on suit certaines fois certains discours, aussi bien du gouvernement congolais que de la MONUC elle-même, on a l'impression que on n'en est pas encore véritablement au retrait des troupes de la MONUC. Bon, disons que c'est une question de vie ou de mort. C'est déjà ça, c'est pas une question de vie ou de mort. Si la MONUC doit se retirer, ce sera en concertation avec le gouvernement congolais autour d'un programme échelonné de retrait. Parce qu'ils ne sont pas arrivés les 17 000 en une fois. Et donc, ils vont partir aussi. Mais je crois qu'il n'y a pas lieu de dire une messe parce que la MONUC a un jour de plus ou de moins. Ce n'est qu'une victoire partielle pour Joseph Kabila. Le président de la République démocratique du Congo réclame le retrait des casques bleus de son pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de voter une réduction de 10% des effectifs de la MONUC, la force de maintien de la paix. Mais pas de programmation de départ totale pour le moment. La force se nommera dès le 1er juillet prochain la MONUSCO, mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC, et le mandat est reconduit jusqu'en 2011. Sur les 20 000 militaires présents, 2 000 devraient quitter le Congo d'ici le 30 juin prochain. Ces départs concerneront la province du Katanga dans le sud-ouest, l'ouest du pays et Kisangani dans le nord-est de la RDC. La MONUC, la plus importante force de paix au monde, est déployée depuis 1999 pour protéger la population après des années de guerre civile qui ont ravagé le pays.
Le gouvernement dit lutter contre des groupes rebelles dans l'est du pays, région très instable. Mais depuis quelques mois, c'est la remise en cause. Un soldat de la force de paix a encore été tué par balle lors d'affrontements il y a quelques jours. C'est la 111e victime parmi les casques bleus. Le gouvernement n'a de cesse de réclamer leur départ. Il appartient aussi à la MONUC de chercher la faille, d'enquêter pourquoi ces gens, avec une mitrailleuse, pendant qu'on abat un innocent devant eux, n'interviennent pas alors qu'ils ont pour mission de protéger les civils. Pour l'heure, plusieurs États membres de l'ONU ne souhaitent pas le retrait définitif de cette mission, arguant que le pays n'est pas encore stabilisé ni sécurisé. Les relations de la République démocratique du Congo avec la mission onusienne pour la stabilisation du Congo en rapport avec les opérations que les FARDC viennent de commencer pour les désarmements forcés des FDLR et les comportements généraux des membres du corps diplomatique en RDC sont les deux points qui ont constitué l'essentiel de la rencontre entre le président de la République et quelques ambassadeurs accrédités en RDC. Au terme des échanges, Kinshasa a décidé notamment de renoncer à toute aide de la MONUSCO dans les opérations contre les FDLR. C'est un récit de Guilain Kabalondi et Fils Matondo. C'était une sorte de recentrage diplomatique lors de cette rencontre entre Joseph Kabila et le corps diplomatique. Évoquant la question du désarmement forcé des FDLR et des exigences de la MONUSCO à la RDC, le président de la République a fait remarquer qu'il n'a aucune connaissance du contenu du dossier des officiers congolais accusés des violations des droits de l'homme. Et, a-t-il ajouté, il ne revient qu'au gouvernement congolais seul de décider des éventuelles sanctions. Et en conséquence, la RDC décide de rompre avec toute aide de la MONUSCO dans les opérations contre les FDLR. Le chef de l'État a annoncé officiellement à ses partenaires la rénonciation de la République démocratique du Congo à tout soutien de la MONUSCO dans l'opération contre les FDLR, l'opération de désarmement des FDLR. Cette opération qui a été bel et bien commencée va donc se poursuivre par les seules forces armées de la République démocratique du Congo. La décision est donc tombée. Mais comment en sommes arrivés là? On ne peut pas dire que les choses soient survenues subitement. Je pense qu'il y a un processus de pourrissement que l'on a observé. Le chef de l'État a rappelé quelques faits où nous avions constaté, par exemple, que tel officier s'est permis de décorer un seigneur de guerre au Kivu. Mais nous avons traité cela entre partenaires. Nous n'avons pas fait de la communication publique pour ne pas humilier nos partenaires de la MONUSCO. On a signalé plusieurs autres cas de mauvais comportements qui ont été observés de la part de certains de nos partenaires. Mais tout cela a été traité de manière responsable. Par ailleurs, au sujet du comportement général du corps diplomatique, le président de la République a rappelé un certain nombre de principes pour le respect mutuel. J'affirme que le cap vers les élections crédibles, transparentes et apaisées est définitivement fixé et que notre marche dans cette direction est irréversible. Le tout sans ingérence extérieure ni dictat quelconque. Aux vrais amis de mon pays, je demande de soutenir sincèrement le processus électoral en cours. Monsieur le Président, la Charte des Nations Unies nous impose des obligations dont le respect conditionne l'émergence d'un monde meilleur. C'est la raison pour laquelle la République démocratique du Congo maintient le dialogue stratégique avec les Nations Unies sur l'avenir de la MONUSCO, conformément à la résolution pertinente du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette revue stratégique devra déterminer le rythme de réduction de la force de la MONUSCO jusqu'à son retrait total. Il est clair qu'après 20 ans, après son déploiement, la force onusienne ne peut nourrir l'ambition de rester indéfiniment dans mon pays, ni d'y exercer son mandat avec le même format et sans tirer les leçons
des faiblesses constatées. Ce qui nous importe et qui devait être important aux yeux de tous, c'est la crédibilité de notre organisation et l'efficacité effective de l'apport des troupes onusiennes sur le terrain. Voilà pourquoi, depuis plusieurs années, nous exigeons le redimensionnement de la force de la MONUSCO au regard de missions devenues dynamiques et la réorientation des moyens ainsi dégagés vers la satisfaction de nos besoins de développement. En ce domaine, comme en d'autres, nous n'entendons pas transiger avec le respect dû à la souveraineté de la République démocratique du Congo, tel que garanti par la charte de notre organisation. Quelles sont les relations avec nos partenaires? On a de très bonnes relations avec tous nos partenaires, avec tout le monde, sauf quelques exceptions. Quelques exceptions. Ces exceptions, c'est parce que le Congo a refusé le dictat. On a refusé le dictat sur ce que l'on doit faire, comment et quand. Ces exceptions, c'est parce que le Congo tient à se faire respecter. Et je le dis assez souvent, même l'homme le plus pauvre a besoin de ce qu'on appelle la dignité. C'est le minimum. Même si vous lui donnez à manger, vous lui devez le respect. C'est le minimum. Or, il n'y a personne qui nous donne à nous à manger. À nous, le Congo. Le Congo tient à sa dignité. Et le Congo doit être respecté à l'instar d'autres pays, d'autres nations du monde. Ces exceptions, c'est aussi parce que le Congo a refusé que l'aide ou l'argent soit utilisé comme moyen de subordination de notre pays. Comme si l'on peut acheter la souveraineté de la RDC, la République démocratique du Congo, ou même acheter son indépendance. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo, mon pays, n'est pas à vendre. Il y a des exceptions parce que le Congo a refusé et on a rejeté ce point de vue ou cette position, cette façon d'agir comme si les responsables congolais doivent être nommés par, entre guillemets, le partenaire. Ce que nous voulons, c'est une coopération basée sur le respect mutuel. Le respect de notre peuple, le respect de notre pays, de nos institutions, et de la même façon qu'on a le respect pour les autres pays, les autres peuples. De toutes les façons, qu'est-ce qu'on peut encore donner au Congo, aux Congolais? Qu'est-ce qu'on n'a pas?
le Congo a besoin que de ça, le respect. Nos relations avec la MONUSCO, cette mission des Nations Unies déployée dans notre pays depuis maintenant une vingtaine d'années, on doit clarifier dans les jours à venir nos relations avec la MONUSCO. Il y a une incompréhension parce qu'après une vingtaine d'années, on a comme l'impression que c'est une mission qui a comme ambition de rester. Et rester jusque quand? Il n'y a rien de nouveau dans ce que je suis en train de vous dire ici. C'est depuis 2010, pour la première fois, 2010, que j'avais exigé du secrétaire général des Nations Unies à l'époque de nous préparer un plan de retrait. Et depuis 2010, nous avons eu plusieurs réunions à plusieurs niveaux avec New York, Nations Unies New York. On a dressé des plans pour le retrait, plan rejeté. Si l'ambition, c'est de considérer le Congo comme sous tutelle des Nations Unies, ils ne l'ont pas dit, du moins jusque-là. Et j'espère bien que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas une cogestion de l'État congolais par la MONUSCO, parce que c'est ça la tendance. On se réveille un bon matin, la MONUSCO a dit. Je me souviens, à l'époque, il y avait quelqu'un qui avait posé la question, alors Monique, c'est qui? Ce n'était pas Monique, c'était Monique à l'époque. La MONUSCO a dit. La République démocratique du Congo va maintenant exiger le strict respect de ce qu'on appelle l'accord de siège SOFA, en sigle. Violé à maintes reprises, à plusieurs reprises par la MONUSCO. On a plusieurs groupes armés, ou on avait à un certain moment plusieurs groupes armés à l'est du pays. Et on a toujours posé la question à nos amis de la MONUSCO. Citez-nous un seul groupe que vous avez eu à maîtriser, à éradiquer, parce que c'est ça le mot. Un seul. Aucun. Même les opérations en cours aujourd'hui, je parlais des opérations en cours, sont nos unités, les forces armées de la République démocratique du Congo. On avait un problème au Kasaï. Et au niveau de la MONUSCO, ce n'était pas du tout un problème. Non, non, non. C'est plutôt le gouvernement, l'armée qui est allé sur place pour s'attaquer à sa propre population. On envoie les enquêteurs des Nations Unies sur place ici. Et au lieu d'avoir une bonne coordination avec les autorités sur place, ils sont vite dépêchés à Kananga. Et voilà, le pire est arrivé. Ils ont été décapités. Et de la manière la plus atroce. C'est seulement après cet incident que la MONUSCO s'est réveillée. Oui,
finalement ces gens sont des bandits, de mauvais garçons, ce sont des terroristes. Et quand la population était aussi massacrée, et de la même façon, on avait fermé les yeux. Là, c'était des gentils garçons. Depuis 7 ans, on n'a fait que dire à la MONUSCO. Les ADF c'est un mouvement terroriste. Non, 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 c'est pas un mouvement terroriste. Le Congo, vous exagérez aussi. Il a fallu qu'il y ait de pertes au sein du contingent tanzanien. Et aujourd'hui, ils se sont réveillés plus tôt. Oui, 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 oui. Finalement, ces gens sont des terroristes, ce sont de mauvais. Et j'ai plein d'exemples. Mais malheureusement, pas beaucoup, pas assez de temps. Oui, Monsieur le Président, bonjour. Moi, c'est Kelly Katombe pour l'agence Reuters. En ce moment, au Nord Kivu, dans le territoire de Beni, il y a des opérations militaires en cours contre les ADF Nalu. Ma question est de savoir si le FARDC, qui est l'armée de la RDC, à elle seule, va faire la différence et une fois pour toutes finir avec ce phénomène ADF Nalu pour que les fils et filles de ce territoire vivent en paix et pouvoir espérer évoluer normalement. Merci. Bien sûr, c'est cette même armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, il avait mis en déroute plusieurs mouvements. Il y a les M23, aujourd'hui le groupuscule de Maï Maï, au centre du pays, Kamwena Sapo, etc. On est déterminé. Mais ce que vous devez aussi savoir, c'est que les ADF, c'est un mouvement terroriste, je l'ai dit. Au sein de ce mouvement, il y a et les Ougandais, et les Somaliens, et les Kenyans, les Tanzaniens, les gens venant du Tchad, récemment des Sud-Africains. C'est un mouvement terroriste. Notre approche, parce que on a décidé de lancer des opérations militaires contre ce mouvement, on va continuer avec ces opérations jusqu'à la fin de cette aventure des ADF. Mais on ne va pas exclure l'appui ou la participation par les renseignements d'autres pays, vu qu'il y a des éléments venant de ce pays, le pays que je viens de citer ici, et ce n'est même pas exhaustif. Mais pour le moment, les opérations sont en cours, et il n'y a que les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont sur le terrain. Quant à l'appui d'autres pays, jusque-là, il n'y a personne qui s'est déjà prononcé pour appuyer ces opérations. Et on a cette capacité, la capacité d'aller jusqu'au bout avec cette opération. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Okitundu, a plaidé devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour le redimensionnement qualificatif de la MONUSCO. Pour 2018, le gouvernement congolais veut une force de la mission onusienne réduite, mais plus efficace dans la traque de groupes armés et capable de faire face aux menaces asymétriques. Les détails avec notre envoyé spécial à New York, Fabien Lumbala. Renouvellement du mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, Kinshasa demande le redimensionnement qualitatif et devant le Conseil de sécurité
présidé ce mercredi 7 mars après-midi au siège de l'ONU à New York. Le vice-premier ministre et ministre congolais des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, Léonard Tshilombo, a donné la position de son gouvernement et transmis aux membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU les éléments techniques devant être pris en compte dans la résolution du 27 mars prochain portant prorogation du mandat de la MONUSCO pour une autre année. Après avoir brossé de manière ensemblière et précise la situation politique, sécuritaire, humanitaire, ainsi que le processus électoral dans son pays, Léonard Tshilombo a clairement déclaré que cette reconduction du mandat de la MONUSCO devra être l'avant-dernière. En clair, Kinshasa invite déjà son partenaire, l'ONU, à penser au retrait de sa mission en République démocratique du Congo. Mais puisqu'il s'agit du renouvellement du mandat, le chef de la diplomatie congolaise insiste sur ce qu'il appelle redimensionnement qualitatif de la MONUSCO qui prend en compte la réduction des effectifs et l'appui en équipements appropriés afin de faire face aux méthodes asymétriques des groupes armés qui attaquent non seulement les populations dans l'est du pays, mais aussi les forces loyalistes et celles de l'ONU. Pour Tshilombo, dans le nouveau mandat de la MONUSCO, la protection civile doit absolument intégrer l'éradication des groupes armés. L'intervention du vice-premier ministre Tshilombo a été précédée par une dizaine d'interventions des ambassadeurs des pays membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment la France, qui a réitéré son engagement résolu à accompagner la République démocratique du Congo dans son processus électoral. Leurs interventions consécutives au rapport de la MONUSCO présenté en introduction par son chef, Leila Zerougui, ont souligné le rôle essentiel de la plus importante mission de l'ONU au monde, surtout à ce stade du processus électoral dont les progrès ont été mis en évidence, notamment la fin des opérations d'enrôlement des électeurs, la publication du calendrier électoral et le vote de lois essentielles par le Parlement congolais. Mon gouvernement plaide pour un redimensionnement qualitatif de la force de la MONUSCO, avec moins de troupes, mais plus spécialisées dans la traque des groupes armés et capables de faire face aux menaces asymétriques. Pour le renouveau du mandat de la mission, ces troupes doivent travailler en étroite collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo, jouir d'une plus grande agilité et mobilité et être dotées d'un équipement adapté pour plus d'efficacité. La priorité devra être accordée à la brigade d'intervention, fer de lance de ce partenariat MONUSCO et forces armées de la République démocratique du Congo. Dans ce contexte, les unités de la MONUSCO, non essentielles aux opérations militaires de lutte contre les groupes armés, présentes dans les zones où la force de la MONUSCO n'est pas justifiée et dans celles où la concentration des forces est supérieure à la menace, doivent être retirées pour alléger les effectifs et certaines converties dans un mode plus adapté à la traque de troupes armées. En effet, Monsieur le Président, pour revenir à la brigade d'intervention, laquelle opère dans un partenariat, mon gouvernement regrette de n'avoir pas été consulté sur des questions aussi importantes qui ont une incidence sur la paix dans la région, telles que le retrait de l'artillerie tanzanienne et de l'aviation sud-africaine, ainsi que le déplacement du commandement de la brigade d'intervention rapide du théâtre des opérations à une base fixe à Goma, entraînant ainsi son inefficacité. Il est important de la doter de nouveau des équipements appropriés dont nous venions d'évoquer plus haut pour la rendre plus performante. Monsieur le Président, enfin, pour parler du DDR, vous conviendrez avec moi que ce programme revêt une grande importance dans la réinsertion des ex-combattants pour éviter qu'ils ne soient récupérés par les groupes armés. Il est souhaitable que ce programme figure parmi les priorités dans le nouveau mandat de la MONUSCO. Les discussions sur le partenariat République démocratique du Congo, MONUSCO, doivent se poursuivre dans le cadre du dialogue et de la revue stratégique, dont l'objectif est la réorganisation des ressources humaines, financières, logistiques et autres, en fonction du nouveau mandat que le Conseil de sécurité va confier à la MONUSCO. Dans ces échanges entre notre pays et les Nations unies, la revue doit porter sur les modalités pratiques et la planification pour le retrait progressif et définitif des contingents de la MONUSCO. En effet,
La MONUSCO n'a pas vocation à demeurer ad vitam aeternam en République démocratique du Congo. Il est donc important que nous tracions ensemble la stratégie de sortie négociée dans un délai raisonnable. Dans ce contexte, pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, seront les derniers à quitter le pays, la brigade d'intervention, les services civils et les différents bureaux d'appui à la consolidation démocratique, lesquels peuvent continuer à exercer des activités après la fin des opérations de traque des groupes armés. Monsieur le Président, nous aurons réussi ensemble en République démocratique du Congo quand il ne sera plus question de débat sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO, ce qui est le souhait du peuple congolais et celui de mon gouvernement, qui espère que cette reconduction sera l'avant-dernière et qu'elle contribuera définitivement au retour de la paix pour les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Le crucial mandat confié à la MONUSCO ne peut réussir sans l'éradication des groupes armés, dont les activités constituent la principale menace contre les populations civiles. Ainsi, les termes de référence du nouveau mandat de la MONUSCO doivent absolument intégrer l'impératif d'éradication des groupes armés parmi les priorités du partenariat stratégique et sous le leadership des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce partenariat, pour être efficace, doit donc être doté des moyens adaptés à la guerre non conventionnelle, mode de fonctionnement asymétrique des groupes armés. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, pour conclure, je tiens à exprimer l'appréciation de mon gouvernement à M. Maman Sidiko Samba, ancien représentant du secrétaire général, pour le travail accompli durant son mandat à la tête de la MONUSCO, afin que mon pays retrouve la paix. Mon gouvernement lui dit grand merci. Dans le même contexte, mon gouvernement salue et se réjouit de la nomination de Mme Leila Zerougi en qualité du nouveau représentant spécial du secrétaire général en République démocratique du Congo. Mon gouvernement lui promet toute sa collaboration, comme il l'a fait avec son prédécesseur, pour lui permettre de s'acquitter comme il se doit de sa mission. Mais, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil, je vous remercie de votre attention. Concernant le retrait de la MONUSCO, le chef de la diplomatie congolaise a dit avoir fait savoir au Conseil de sécurité que le mandat actuel était considéré comme l'avant-dernier, justement dans la perspective du retrait définitif de la force après 20 ans de présence au Congo-Kinshasa. Concernant la stratégie de retrait de la force des Nations Unies chez nous, comme l'a si bien rappelé le président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, du haut de la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier, je cite, « Il est clair que près de 20 ans après son déploiement, la force onusienne ne peut nourrir l'ambition de rester indéfiniment dans mon pays, ni d'y exercer son mandat avec le même format et sans tirer les leçons des faiblesses constatées. » Fin de citation. Nous avons donc fait savoir au Conseil de sécurité que ce mandat était considéré comme l'avant-dernier avant un retrait définitif de la force après 20 ans de présence dans notre pays. À ce propos, même si la stratégie de sortie reprise dans la résolution précédente n'a pas été appliquée, le gouvernement salue la prise en compte par le Conseil de sécurité de son exigence d'adoption d'une stratégie de retrait de la mission échelonnée, coordonnée et exhaustive en collaboration avec le secrétaire général des Nations Unies. Des discussions à cet effet, dans le cadre du dialogue stratégique ici en RDC, seront convoquées avec la MONUSCO pour établir un échéancier réaliste quant à ceux dans les meilleurs délais. Madame la Présidente, nous ne saurons pas faire de l'ONU une organisation pour tous si l'ingérence caractérisée de certains gouvernements dans les affaires relevant sans aucun doute de la politique intérieure des États en violation des règles qui la régissent est dangereusement tolérée
sinon banalisé. Voilà qui explique la position de mon pays de dénoncer et de s'opposer à toute ingérence dans le processus électoral en cours et de financer l'entièreté de ce coût opérationnel. Madame la Présidente, il y a près de 15 ans, le continent africain s'était exprimé d'une seule voix pour demander son entrée au Conseil de sécurité de l'ONU en qualité de membre permanent à l'issue d'une réforme de notre organisation. Compte tenu des changements multiformes constatés depuis de nombreuses années, au nom de l'équité, mise aujourd'hui en exergue dans le cadre de nos présentes assises, l'Afrique souhaite mieux faire entendre sa voix, en écho aux attentes de ces populations qui réclament davantage de représentativité au sein de cette organisation de portée universelle, dont l'essentiel de ses actions de maintien de la paix concerne le continent. Aussi, 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale.